On va donc poursuivre cette journée ensemble avec une table ronde dans laquelle nous avons convié un certain nombre de journalistes. Ils sont 3, je vais leur demander de nous rejoindre sur scène à présent et une fois qu'ils seront là, je vais vous les présenter. Alors avant de vous présenter nos 3 intervenants aujourd'hui, nous allons vous dire que nous avons basé cette table ronde sur une très grande étude qui a été menée sur plus de 3000 journalistes à travers le monde. Une étude menée par Cision en 2023, State of the Media, l'état du média en 2023, et qui a cherché à interroger à la fois les journalistes sur leur métier, sur leur manière de voir le monde dans lequel ils évoluent et les nouvelles pratiques, et aussi leurs relations avec les communicants. Autour de nous, nous avons donc, je commence par le plus jeune, Robert Cassous, bien entendu, un journaliste, photoreporter, consultant, mais aussi enseignant sur les nouvelles formes de journalisme, le journalisme numérique, qui devient un élément extrêmement important dans la presse et les médias d'aujourd'hui. Nous avons avec nous Anthony Lebos, que vous avez peut-être vu sur BFM cet été, puisque sorti de l'école depuis peu, il a gravi les échelons à la vitesse de la lumière. Anthony partage avec Julien, qui est de l'autre côté, le fait d'avoir gagné, en sortant de ses études, la bourse BFM. Tous les ans, il y a un concours qui est organisé entre les différents étudiants qui sortent de l'école, et les plus brillants peuvent rentrer comme ça, en gagnant ce concours dans une rédaction. Vous avez probablement 2 des plus brillants étudiants en journalisme et journalistes professionnels désormais, puisque Anthony l'a gagné en 2020 et Julien l'a gagné en 2021. Julien Apalou, qui est donc lui aussi journaliste, travaille à BFM, travaille aussi en tant que caméraman pour la maison des maternelles, et il fait aussi plein d'autres choses. Et Julien, il a peut-être le défaut de m'avoir eu comme enseignant à l'école de journalisme aussi. Et donc, il vous dira peut-être aussi tout le mal qu'il a pensé de la manière dont on forme les journalistes aujourd'hui. Je vais laisser Cindy nous présenter la première information de cette étude qui va nous servir à les interroger. Et on va comme ça se succéder au micro avec Cindy pendant cette table ronde. Alors, avant de vous présenter les premiers résultats de l'étude, je voudrais commencer par une question assez simple. Finalement, j'aimerais savoir, pour vous, quel a été le plus grand défi des médias que vous ayez rencontré pour un média? Quel est le plus grand défi qu'il a rencontré cette année? Ou vous, en tant que journaliste, quel a été votre plus grand défi? D'abord, bonjour à tous. Le micro marche. Je dirais que le plus grand défi pour les médias ces 12 derniers mois sera aussi celui des 12 prochains mois. On en parlait il y a quelques instants, c'était aussi l'objet aussi de cette table ronde, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle, des fake news, des deepfakes, peut-être que vous connaissez ce nom, c'est ces vidéos qui permettent de faire dire n'importe quoi à n'importe qui. On en a vu des vidéos d'Emmanuel Macron faire des annonces fausses, des vidéos de Donald Trump faire des annonces fausses aussi. Et en fait, ça, c'était peut-être vrai. C'était peut-être vrai, c'est vrai. Tu fais bien de le dire. Et en fait, j'ai l'impression, moi, que les médias sont davantage dans la gestion de l'information très abondante sur tous les réseaux sociaux, les médias traditionnels, sur les réseaux alternatifs aussi, on en parlera peut-être avec Thomas, que dans la recherche de l'information et de la vérité. On est dans cette gestion-là et on passe notre temps finalement à devoir vérifier, recouper de l'information, ce qui malheureusement ne nous libère pas assez de temps pour nous, journalistes, de devoir traiter de notre sujet de fond. En l'occurrence, moi je travaille au service politique de BFM TV, je passe davantage de temps à vérifier les fake news de chacun et chacune en politique quand ils balancent des chiffres, parfois vrais ou parfois faux. Et tout ça, évidemment, un enjeu de crédibilité, de confiance envers le journaliste. On a une immense défiance envers les journalistes, on l'a connu depuis les Gilets jaunes évidemment, mais moi quand je vais sur le terrain, je me fais alpaguer par plein de gens, Gilets jaunes, anti-vax, etc. Voilà, il y a un vrai sujet sur les fake news et c'est le grand défi de ces 12 derniers mois et des 12 prochains mois. Quant au défi personnel, peut-être, alors défi personnel qui ne concerne pas cette table ronde, mais il y avait la couverture notamment des conflits, de la guerre en Ukraine, etc. Peut-être quelque chose qui va concerner davantage cette table ronde, les relations avec les relations presse dans les partis politiques. Moi, ça fait 1 an que je suis la France Insoumise notamment.
C'est différent, j'imagine, des profils que je vois devant moi, mais on est davantage dans un rapport de force avec les politiques, où finalement, je prends un exemple très concret, l'affaire Quatennens, que vous avez peut-être suivi l'année dernière, on était dans une logique de dualité complète. C'est-à-dire que le journaliste cherchait à révéler des faits, à valoriser par exemple des positions internes qui n'étaient pas en consonance avec les décisions de la direction, alors que le parti politique et singulièrement les relations presse, les attachés de presse et les conseillers en communication cherchaient à masquer la réalité et à finalement euphémiser les faits. Donc on est dans des situations complètement différentes, mais j'imagine qu'on aura aussi l'occasion d'en reparler, avec des relations presse qui sortent du cadre politique. Ici, on est avec des gens sérieux qui ne cherchent pas à masquer des informations, ni à défendre des idéologies. Nous sommes Absolument. bien loin de tout ça ici. Robert. Eh bien, bonjour à tous. En ce qui me concerne, moi je pense effectivement, comme ça vient d'être dit, que ChatGPT, qui est arrivé en novembre 2021, a commencé de bouleverser un petit peu toutes les choses dans les rédactions, mais que plutôt que d'en avoir peur, bon, on va essayer de faire avec. D'ailleurs, c'est un peu le sujet de tout le bouleversement qu'on vit maintenant. Par contre, il y a un petit souci, c'est qu'effectivement, en tant qu'enseignant, l'adaptation à ChatGPT, on a fait des petits tests. Par exemple, j'ai 26 élèves là en master web. On leur a fait faire un article avec le même angle sur ChatGPT pour voir un petit peu qu'est-ce que ça rendait. Donc on a à peu près, même si les réponses sont à peu près les mêmes, on a de la syntaxe, des phrases courtes. En fait, on a de tout ce qu'il faut pour avoir un référencement assez correct sur Google. Donc c'est là où commence le problème. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est quelque chose d'intelligent? Je pense que ça va être une adaptation qui va nous permettre de doser certaines informations et notamment ce qu'on appelait le bâtonnage, c'est-à-dire les news qui tombent tout le temps. L'autre défi, c'est la génération Z. Donc je vois voilà, des plus jeunes autour de moi et eux, l'information... c'est un peu le syndrome du petit bandeau qu'il y a sur toutes les chaînes d'information en continu. Donc ils ont l'information puisqu'ils ont une phrase, un titre, un chapeau, ça va très vite. Et ils partent du principe que s'ils veulent en savoir plus, eh bien, il y a juste éventuellement à aller plus loin et à aller chercher l'information. Alors ça, c'est quelque chose qui bouleverse aussi la façon dont du traitement de l'information. On avait l'habitude de, je ne sais pas si on prend les quotidiens, type Le Figaro, Le Monde, etc. Pour développer un papier, on a besoin d'une page, voire de 4 pages, de faire un dossier, etc. Je pense que maintenant, ça, il va falloir quand même penser à autre chose, en tout cas sur le papier, qui diminue d'ailleurs grandement. Donc, pour vous donner une idée, moi, j'ai été à l'Obs pendant 23 ans, où j'étais rédac chef, mais quand à l'époque il y avait 520 000 exemplaires, maintenant je pense on frise les 100 000, vous voyez, pour vous donner une idée. Et puis il y avait 500 et quelques journalistes, et maintenant il n'y en a plus que 140. Donc c'est pour ça que le Nouvel Observateur est devenu l'Obs en 3 lettres. Voilà, et pour le défi personnel, je suis au SNJ et je suis de près la lente descente des cartes de presse. Il y en a moins de 24 000 cette année, pour vous donner une idée. Donc il n'y a que 24 000 journalistes en France qui ont une carte de presse professionnelle. C'est de plus en plus difficile à garder, notamment pour les pigistes à qui on demande de faire des factures. Donc il y a des petits changements aussi en fait, sur les fondements du métier. C'est d'ailleurs la réflexion qu'il y a en ce moment sur les assises du journalisme et les réflexions qui sont autour de ça. Et il a été dit tout à l'heure quelque chose qui est lié à la confiance, et on est plus proche de la défiance que de la confiance concernant les journalistes, tout simplement parce que les gros médias sont détenus par des milliardaires et que, voilà, il y a des choses qui passent, et que en ce qui vous concerne, vous voyez ça parfois d'un œil un peu méfiant. Voilà. Julien. Bonjour à tous, premièrement. Et puis moi, concernant le plus grand défi, je pense, pour les médias en ce moment, ça rejoint ce qu'ont dit mes 2 confrères juste avant, c'est un défi sur le temps d'attention, je pense, parce qu'on est en concurrence féroce avec tout ce qui est youtubeur, tout ce qui est influenceur, tout ce qui est télévision, programmes télévisés de divertissement, etc. Et donc ça crée un gros complexe pour les médias, puisque l'information n'est pas forcément la matière la plus sexy à vendre ou à faire circuler.
Et à choisir entre une bonne série, un match de foot, un jeu vidéo ou un vlog de Léna Situation, on va pas forcément être les plus intéressants à regarder. Donc tout ce qui est intelligence artificielle et deepfake, etc. Donc c'est une compétition qui est féroce et vraiment le temps d'attention pour nous il est crucial et ça met un danger qui est pour les chaînes et pour les médias en général de vouloir devenir des services de divertissement comme les autres en fait et que l'information devienne un produit de divertissement au même titre qu'une virée à New York ou un match de foot. Je reviens dessus parce que je suis fan de foot, hein, évidemment. mais voilà, je pense que pour moi, le défi du temps d'attention, c'est le même problème pour tout le monde. J'imagine que vous avez le même en tant que directeur ou directrice de communication, c'est de pouvoir capter un peu l'attention de l'auditoire, quoi, et du public. Et personnellement, je dirais que moi, mon plus grand défi de l'année et des années à venir, ça va être de rester en prise aussi avec l'information au plus près, puisque véritablement, je le sens, plus les années passent et plus en fait, je me rapproche de cercles de journalistes et d'avocats et de gens qui ont des situations un petit peu plus confortables. Et donc, le métier, c'est aussi de rester proche des gens dont on n'est pas proche physiquement et dont oui, voilà, physiquement. Je vais m'arrêter là. Merci. Merci beaucoup, Julien. Alors, j'ai, pendant que vous répondiez à la question, posé la question à ChatGPT. Les médias font face à plusieurs défis aujourd'hui, me dit ChatGPT. Le premier, c'est la désinformation. Le deuxième sont les modèles économiques, la confiance du public, la polarisation, la protection des journalistes, la numérisation, l'éthique. Bon, je pense qu'on a fini la journée, on peut aller boire un coup, non ? Bon, alors merci ChatGPT, ça nous évitera de faire l'étude l'année prochaine. Ça fait 14 ans qu'on l'a fait. Donc voilà les réponses que nous ont données les journalistes. Alors, vous en avez tous parlé, hein, quand on se place côté média, être considéré comme un média de confiance et combattre les fake news, c'est vraiment le défi qui arrive en premier. Vient ensuite les réseaux sociaux et les influenceurs qui court-circuitent les médias traditionnels. Ça rejoint un petit peu ce que vous disiez, Julien. Et puis le déclin des sources de revenus, hein, une partie assez économique et qui est liée aussi au business model. Merci ChatGPT. Quand on se place côté journaliste, on est vraiment là sur la course contre la montre, sur la course au temps, sur la baisse des effectifs. Donc vous avez finalement eu toutes les réponses. Et puis il y a quelque chose qui est apparu cette année quand même qui est peut-être intéressant. Équilibrer les sujets majeurs peu attirants et ceux moins importants mais qui drainent plus d'audience. Et ça, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut rebondir là-dessus. Est-ce que vous arbitrez parfois en vous disant celui-là, si je le traite, ça marchera mieux ? On peut répondre au regard de ce qui se passe dans l'actualité. Les punaises de lit, ça fait de l'audience. Moi, ça me gratte partout. Non, mais après, on comprend pas vraiment aussi les attentes du téléspectateur. Pourquoi est-ce que les punaises de lit, ça va faire de l'audience ? Peut-être parce qu'il y a une psychose qui est à la fois créée par les politiques, les médias, par les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de sujets aussi qui naissent des réseaux sociaux et qui terminent le soir chez TPMP, chez Hanouna. Et avec cette recherche sans fin de témoignages, on recherche toujours le témoignage le plus fort, quel que soit le sujet. Quand on va voir un témoignage qui est fort chez Hanouna ou chez Quotidien, on va essayer de le récupérer. Et donc tout ça va créer un cycle qu'on va retrouver un petit peu partout. C'était quoi la question ? C'était sur l'audience, c'est ça ? Pourquoi ? L'arbitrage. Je peux aussi prendre l'exemple d'une matinale. D'une matinale à BFM TV, par exemple, on essaie de trouver un équilibre entre l'information de proximité et à la fois des sujets qui pourraient drainer davantage d'audience, parce que traiter de manière homogène toutes les actualités durant 3 heures de matinale, ça ne va pas assez attirer des gens. Il faut aussi pouvoir créer des séquences qui soient ensuite découpées sur les réseaux sociaux, parce qu'il faut aussi réfléchir à l'audience qu'il y a post-diffusion. Et donc, on cherche aussi des sujets qui sont capables, à un moment T, lors de la diffusion à la télévision, qui puissent ensuite exister toute la journée, 24, 48 heures, 72 heures, aussi sur nos réseaux sociaux. Et donc, on essaie aussi d'arbitrer en fonction des sujets qui sont capables de toucher le plus d'audience, à la fois les 25-49 ans qui sont notre cible à nous à BFM TV, mais aussi les plus jeunes, qu'on essaye de cibler à la fois sur Instagram ou sur TikTok. Et on a investi beaucoup les réseaux sociaux sur place.
Alors, je vais juste enchaîner parce que ça va reprendre la même question, mais je vais vous donner un élément de réponse, enfin, en tout cas, peut-être quelque chose qui va vous questionner, mais qui rejoint ce que je viens de dire. Au niveau de la data, 31% des journalistes nous ont dit utiliser davantage la data pour choisir et orienter leur sujet. C'est-à-dire exactement ce que je venais de dire. Tiens, ce sujet-là, on en parle beaucoup, donc je vais en parler. Donc, je sais pas si tu veux rebondir. Oui, on l'utilise notamment sur le magazine Challenge où je suis, quand on fait les dossiers immobiliers, plutôt que d'avoir simplement les remontées des notaires, des agences, pour avoir les prix exacts qu'on essaye de donner au mieux. Eh bien, la data nous permet en fait de fusionner un certain nombre d'éléments, notamment sur les régions, les départements, etc. Et ça permet en fait de sortir des chiffres qui sont à peu près cohérents et qui reflètent au plus près le fait que par exemple Paris est en train de descendre de 8 points, de 8%, enfin voilà. La data, ça devient de plus en plus important, sauf que, petit détail, elle n'est pas enseignée encore dans les écoles de journalisme, en tout cas pas partout, et ça pose un problème, ça fait vraiment partie des choses où il faut vite se réveiller. Il y a une adaptation, là on est en train de dire au revoir à un monde, clairement, mais ça, je pense que vous l'avez compris, puis vous le vivez, c'est vraiment une rupture totale. Cette idée de pouvoir réadapter un petit peu de toutes les choses qu'on va faire maintenant avec justement la data, etc. Il faut que ce soit enseigné pour que ça tienne la route. Donc c'est vraiment un problème. Je rebondis sur ce qu'a dit Julien tout à l'heure sur la gamification en fait pour pouvoir capter l'audience. Pour l'audience, moi je pense, et en tout cas ça fonctionne bien, cette idée on peut garder l'audience, on peut faire des choses, simplement les documents de presse ou un article, il n'est pas lu maintenant, et même quand il est lu, c'est ce qu'on appelle le syndrome du poisson rouge, on a une attention de 8 secondes, exactement comme vous écoutez une musique sur Deezer ou sur Spotify, vous lui donnez 8 secondes, et si ça vous convient pas, en 8 secondes, vous avez dégager le truc. Eh bien, pour l'information, c'est vraiment la même chose. Donc, il faut vraiment pouvoir s'adapter dessus. Et parmi les choses qui permettent de s'adapter, tout ce qui est lié à l'infographie, à tous les outils, entre guillemets, de gamification qui permettent, des outils comme Genially, Powtoon, etc., qui permettent en fait de faire ça. C'est ce qu'on enseigne maintenant dans les écoles. Et visiblement, ça marche puisque, justement, ça tourne bien sur les réseaux sociaux et ça permet de garder l'audience dessus et même de l'augmenter. Donc voilà, à mon avis, les outils qu'on va avoir demain pour fonctionner. Alors, je rajoute encore un petit élément parce que sur la data, donc c'est cette histoire de data d'engagement finalement qui vous permettrait d'arbitrer sur les sujets. On a aussi un chiffre. 24% des journalistes déclarent se servir des réseaux sociaux pour repérer les sujets tendances. 24%, c'est tous les journalistes. Chez les jeunes, c'est-à-dire moins de 5 ans d'expérience, ça monte à 38%. C'est une pratique que vous faites ? Là, je pense que c'est sous-estimé largement. Pour les journalistes, je pense que c'est sous-estimé largement. Je pense qu'on est à... Moi, BFM TV, je pense que c'est près de 50% des sujets qui peuvent venir des réseaux sociaux parfois. La data, c'est vraiment aller repérer, chercher ce qui fait du clic. Et de l'audience. Enfin, nous, l'audience, on la voit en temps réel sur la chaîne. Quasiment en temps réel, je crois. On voit très bien les sujets qui marchent et les sujets qui ne marchent pas. S'il y a un sujet qui est matraqué à la télévision toute la journée, c'est que ça marche. C'est que les gens regardent. Donc, véritablement, il y a certains moments où on a l'impression que c'est la data ou les réseaux sociaux qui sont les rédacteurs en chef parce que ça va très très loin dans l'aspect... on va suivre ce qui fait du chiffre, ce qui fait du clic et de l'audience. Aujourd'hui, un sujet, je vais le trouver parce que je sais que ça fait réagir, enfin je vois que ça fait réagir, et donc il y a un intérêt. D'un côté, c'est logique, parce qu'il y a un intérêt à traiter ça, puisque ça intéresse les gens. Et d'un autre côté, il faut aussi prendre le recul, je pense que ça fait partie de notre métier, de se dire, est-ce que là, il y a véritablement un intérêt au-delà du clic, au-delà des chiffres, à traiter ce sujet. Ça, c'est des questions qu'on se pose et qu'on va se poser de plus en plus de gens, je pense, dans les années à venir. Est-ce que vous avez l'impression, dans votre formation de journaliste, que ces questions sont suffisamment abordées pour vous amener à y réfléchir et à
Et je me permets de préciser que vous venez pas de la petite école de journalisme de quartier, vous avez fait l'école de journalisme de Sciences Po, qui est l'une des plus prestigieuses, une des plus brillantes. Donc comment est-ce que vous avez ressenti ça dans votre enseignement et s'il y a un manque, quel est-il et comment le combler? Pour le coup, oui, effectivement, on vient de la même école, donc ça va être peut-être pas assez représentatif, mais la difficulté, je pense que c'est aussi qu'on a été formé à un moment où une bascule s'opérait vraiment. C'est-à-dire que Anthony, tu es entré à l'école quoi en 2018 2018, ouais. 2018, je suis rentré en 2019 à l'école de journalisme. Donc c'est vraiment les moments où tout ce qui est data, intelligence artificielle, c'est vraiment développé, enfin se sont vraiment développés. Et en termes de formation, je pense que Sciences Po était quand même assez avancé sur ces questions-là. Mais aujourd'hui, enfin même 2 ans après mon diplôme, je vois que ça va encore plus vite. Enfin, ça va à une vitesse folle. Donc les formations sont tout le temps repensées chaque année, mais le terrain va encore plus vite. Enfin, j'ai l'impression. Et rajouter une chose, on est toujours soumis, heureusement, malheureusement, j'en sais rien, c'est pas mon rôle d'en juger, mais à l'audience en fait. Les chaînes privées doivent faire du chiffre, et donc forcément, qui dit faire du chiffre, dit faire de l'audience, qui dit faire de l'audience, essayer de prendre les sujets qui parfois sont les plus clivants. Est-ce que c'est la bonne ou la mauvaise information? Je laisserai les téléspectateurs en juger, c'est vrai, on parlait des punaises du lit, on pourrait parler aussi des sujets autour de Magali Berda, des influenceurs qu'on a beaucoup traités ces derniers jours. Il y a cette logique d'audience qui malheureusement est corrélée directement avec la précarité aussi de ce métier des journalistes et de ce monde de la télévision, de la radio et de la presse écrite qui est en déclin. Et donc, pour essayer de compenser ce déclin qui est en route, il faut pouvoir essayer de capter un maximum les téléspectateurs, les auditeurs et les lecteurs pour essayer un tant soit peu de soutenir ce secteur qui est mal en point. Bon, on en a déjà beaucoup parlé, mais je vais quand même vous donner les résultats de l'étude sur la façon dont les journalistes utilisent les plateformes et lesquelles. Alors pour la première année, c'est LinkedIn qui arrive en tête. Vous nous direz si vous êtes d'accord. Suivi de Twitter, suivi de Facebook. Vous voyez le graphe avec moi. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce classement, il n'est pas du tout vrai chez la plus jeune génération. Puisque vous vous y reconnaissez pas, bah, c'est normal. LinkedIn, ça fait 5 ans que j'ai pas mis les pieds, je crois. Alors, le classement chez la nouvelle génération, c'est Twitter, Instagram et LinkedIn en dernier. Et puis après, bah, je vous laisserai nous dire un petit peu comment vous utilisez tout ça. Mais il y a énormément d'usages, de la promotion de votre contenu, à la veille d'information, l'interaction avec l'audience. Bref, on demande, voilà, à travers les réseaux sociaux, on a l'impression que finalement, c'est vraiment une grande partie de votre métier. Alors, il y a beaucoup d'usages, sauf peut-être recevoir des communiqués de presse. Donc voilà, c'est peut-être pas comme ça. Sur LinkedIn, en revanche, on reçoit beaucoup de messages. Alors, pas forcément des communiqués de presse, mais il y a beaucoup. Et d'ailleurs, c'est... Je pense mieux d'envoyer un message sur LinkedIn parce qu'en l'occurrence, on pourra aussi voir le visage de la personne qui nous l'envoie et on pourra savoir qui nous l'envoie aussi que d'être noyé dans des communiqués express qu'on reçoit souvent le week-end ou dans la semaine et qui ressemblent davantage à des lettres de motivation. LinkedIn, pour le coup, c'est un bon moyen de capter davantage le journaliste, je trouve, à mon sens du moins. Et alors, du coup, quelles sont vos pratiques de ces réseaux? Est-ce que vous pouvez peut-être nous dire? Oui, puisque je suis le plus jeune. Le plus jeune, bien entendu. LinkedIn, évidemment, et il y a une surpondération au niveau la France, il y a une surpondération par rapport au reste du monde d'utilisation de LinkedIn de 15%. Donc voilà, en France, on l'utilise beaucoup pour les entreprises, pour les mises en relation, etc. Pour les journalistes, LinkedIn, ça va être de la vérification pour aller voir l'entreprise, pour en savoir plus dessus, mais pas forcément un réseau d'échange pour recevoir les communiqués de presse. Hein. Il faut savoir qu'un journaliste, alors peut-être vous me direz, mais quand on fait rien, on reçoit 150 mails par jour, entre 150 et 300. Voilà, en gros, la journée normale d'un journaliste. Sachant que donc on a autant après sur les réseaux sociaux, alors et puis sur toutes les plateformes aussi, hein, les plateformes professionnelles type AFP, etc. Donc ça commence à faire un petit, beaucoup, vous voyez ce que je veux dire. Avant, on avait l'équivalent sur un rédacteur en chef, on avait à peu près une dizaine de sujets potentiels à traiter. Maintenant, en fait, c'est un marché absolument immense. Et il faut qu'il y ait des personnes, précisément, comme l'a dit Julien tout à l'heure, des gens qui sont précisément que sur les réseaux, rien que pour détecter ce qui peut éventuellement
être bien. Et surtout, puisque c'est ce qu'on appelle la prime au leader, il faut être le premier à faire les choses. Donc on parlait des punaises de lit. Je ne sais pas qui en a parlé en premier, mais peu importe. Tout le monde a repris ça parce qu'on a vu que de toute façon on joue sur les émotions. C'est quand même un peu aussi le nerf de la guerre. Et qu'à partir du moment où il y a une émotion qui est un peu la peur, en l'occurrence, ça marche très bien. Voilà, c'est comme ça. Demain, ce sera autre chose. Et puis voilà. Moi, pour ce qui est des réseaux sociaux, LinkedIn, c'est avant tout pour vérifier des profils. Typiquement, si je cherche un sujet, si je travaille sur un sujet et qu'il y a une personne dans mon sujet que je dois contacter, LinkedIn me permet, s'il est renseigné, de voir à peu près ce que fait cette personne, si ça correspond à ce que je peux trouver en termes de numéro, d'adresse mail, etc., ou de parcours, enfin voilà, d'enquêter sur une personne. Mais pour tout ce qui est informationnel, je suis sur Twitter toute la journée. Je vois qu'il y a 14%, c'est des journalistes, hein, c'est ça qui... 14% des journalistes qui disent utiliser TikTok. Oui, je pense que dans la jeune génération de journalistes et même dans la jeune génération de manière générale, c'est assez sous-évalué. Moi, je passe beaucoup de temps sur TikTok, à la fois personnellement et professionnellement. J'essaye, par exemple, quand je suis en reportage, d'imaginer le contenu que je pourrais évidemment diffuser à l'antenne, à la télévision et sur TikTok. Évidemment, c'est pas le même type de contenu, mais ça peut être par exemple des vidéos. Je pense à l'Assemblée nationale, aux 4 colonnes, quand il s'agit de la fin de l'examen de la réforme des retraites, de capter un moment qui est assez fort, de le diffuser sur les réseaux sociaux, quelque chose qui n'a pas vocation à être utilisé par exemple à l'antenne, mais qui pourrait exister sur les réseaux sociaux. Et je pense que de nombreux journalistes et jeunes journalistes qui entrent dans les écoles de journalisme dans cette génération-là vont davantage utiliser TikTok, et donc TikTok sera sans doute un lieu peut-être d'échange entre les journalistes et les attachés de presse et les communicants, parce que c'est là que vous trouverez les nouvelles générations de journalistes. Rassurez-moi, les communicants ne vont pas être obligés de faire des chorégraphies sur TikTok pour toucher les journalistes. Mais les contacter, ça peut être aussi. Il va y avoir des gens qui vont transpirer salement dans la salle. Là. Ça va être non, mais moi, je vois davantage, par exemple, les messages que je reçois sur TikTok, peut-être que c'est parce que c'est l'application qui est faite comme ça, que sur Twitter, quand les messages sont un petit peu cachés. Voilà, ça peut être une piste. Ouais, juste un mot là-dessus. Alors moi, j'utilise pas trop TikTok. Hein, voilà, comme je suis de la jeune génération. Mais bon, par contre, ça m'intéresse et je regarde quand même ce qui se passe. Hein. Juste pour vous dire, par contre, qu'il y a une interrogation assez forte sur X ou Twitter, comme on veut. Il y a quand même quelques éléments. Donc, il y a une réunion justement au lab de Sciences Po la semaine prochaine sur cette idée. Parce qu'il se trouve que moi, j'ai pas fait l'école de journalisme de Sciences Po vu qu'elle n'existait pas. Voilà, j'étais trop jeune. Parce que vous êtes trop jeune. Voilà, c'est ça. Et donc, j'ai fait l'école du Louvre. Et puis, par contre, j'ai refait Sciences Po entre 2015 et 2017 en master en management des médias et du numérique pour comprendre justement ce qui se passait et pouvoir enseigner sans avoir à dire moi je ou moi de mon temps. Enfin, voilà, quoi. Ce qui intéresse vachement les jeunes maintenant. Donc, voilà. Donc, pour X, pour revenir là-dessus, je pense qu'il va y avoir un vrai sujet et qu'au niveau des désabonnements, peut-être au profit de TikTok ou d'un autre réseau, mais je crois qu'il y a un petit souci politique de gestion là. Alors ça se ressent, on vous a pas mis tous les chiffres, mais effectivement WhatsApp pour la jeune génération, pas WhatsApp du tout, pardon, TikTok, ça monte à 25% chez la jeune génération. Et effectivement Twitter est celui où il y a le plus de gens qui disent je compte moins l'utiliser l'année prochaine. Il y a un petit effet effectivement Elon Musk, quoi. Je voudrais rentrer dans le vif du sujet qui intéresse particulièrement évidemment nos clients, c'est comment vous travaillez avec les professionnels DRP. Alors je vous liste un petit peu quand même les chiffres qui sortent de l'étude. Alors déjà, on garde les fondamentaux. Hein. D'après l'étude, largement, votre source d'information la plus utile serait le communiqué de presse, loin devant. Puis vient ensuite l'attaché de presse, donc on est bien sur de l'humain. Et puis sur notre métier. Les grandes agences de presse ensuite, et puis sur la façon dont vous voulez recevoir l'information, on est toujours bien sur un CP par email, hein, en tout cas pour recevoir les communiqués. Donc ça reste pas changé, je vous laisserai nous dire ça. En revanche, on garde les fondamentaux, mais on change un petit peu, hein, on garde la casserole, mais on change la recette. Le multimédia, tu l'as un petit peu abordé un peu plus tôt. Le multimédia, c'est quelque chose qui est vraiment de plus en plus demandé. Vous êtes 36% à dire que vous êtes plus enclin à étudier un communiqué de presse s'il contient des éléments multimédia. Et chez les jeunes, c'est 45%.
Il y en a presque 20% qui considèrent aussi qu'inclure des éléments multimédia dans les CP, c'est la meilleure chose qu'une attachée de presse puisse faire pour les aider. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Comment vous travaillez avec les attachés de presse? Qu'est-ce que vous attendez d'eux et d'elles? Après, c'est très personnel, mais moi, les communiqués de presse, ça me sert surtout à récupérer le numéro de l'attaché de presse. Voilà. Oui, non, mais pas à titre perso, mais pour travailler. C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit. Pour travailler, bien sûr. Non, mais ça va, à mon avis, c'est quand même une information qui te semble peut-être anodine, mais qui, à mon avis, intéresse beaucoup les gens qui sont dans la salle. Hein, non, mais ce que ça veut dire, c'est que ça permet un vrai contact. Voilà, c'est ça. C'est ça qui est intéressant. Parce que dans l'idée, le communiqué de presse, il reprend des éléments de langage, il reprend, il peut être, il donne une information, il peut nous indiquer une information, mais il ne nous donne pas tout le détail et tout ce qui peut se cacher derrière ce qu'on imagine. Parler avec un attaché de presse, un directrice de communication, ça permet de vraiment se rendre compte de ce qu'il y a à chercher, de ce qui peut faire un sujet. Parce que, j'ai pas d'exemple en tête, mais si une marque met en place un dispositif, met en place une opération, quelle qu'elle soit, elle voit son intérêt, elle voit ce qu'elle réalise. Moi, en tant que journaliste, il faut que je vois ce qui peut être intéressant pour la chaîne et ce qui peut être intéressant pour le public. Et ce qui peut faire un bon reportage. Donc ce qu'on va montrer en image, ce qu'on va raconter en son, ce qu'on va raconter comme histoire aussi, parce que faire un reportage, c'est raconter une histoire. Et donc le communiqué de presse, il raconte pas tout ça. Quand je vais avoir quelqu'un au téléphone, je pourrais lui poser des questions, je pourrais lui demander qu'est-ce qu'on pourra tourner, qu'est-ce qu'on pourra avoir comme image, comme moment, comme séquence, comme moment de vie véritablement. Là, je peux m'imaginer une histoire, je peux m'imaginer quelque chose que je vais pouvoir montrer. Et donc c'est pour ça que, pour moi, le communiqué de presse, c'est important de le recevoir par mail, mais s'il y a un numéro avec, c'est beaucoup mieux. Et pour moi, c'est vraiment le plus important. Alors c'est d'abord une relation de confiance, avoir une attachée de presse, un attaché de presse qu'on connaît depuis un bout, ça nous permet franchement de tisser des liens et ils finissent par savoir exactement ce qu'on veut, quel angle. Alors là, Julien et Anthony, ils sont plutôt dans les médias visuels. Moi je suis plutôt presse écrite. Et donc évidemment, c'est déjà une approche différente pour l'état en fait même de ce qu'on envoie quand on envoie un communiqué de presse. Donc cette relation de confiance, elle est vraiment importante parce que ça nous fait gagner du temps. Là aussi, on reçoit plein de choses qui nous servent strictement à rien. Ça, c'est vraiment embêtant parce que, par exemple, on a une relation avec une attachée de presse, mais une attachée de presse a plusieurs budgets, voire plein de budgets, et donc vous envoie systématiquement tout ce qui concerne pas ce que vous faites exactement, mais tous ces clients, tout ce qu'il y a dessus. Et ça, c'est pas tout à fait pertinent et ça finit par être très embêtant. Et on finit par faire une croix, peut-être un peu sur le tout, parce que c'est indigeste, quoi. À le mettre dans les spams. Par exemple. Alors, pour revenir au côté multimédia, ça c'est important. Oui, il se trouve que au Press Club, précisément, on fait des formations actuellement et on est un peu étonné de voir beaucoup de communicants venir parce que on pensait que c'était que pour les journalistes qui étaient en poste. Alors il y en a, mais l'idée, ce que je disais tout à l'heure, c'est cette idée de pas gamification, mais c'est on utilise en fait des outils numériques qui permettent en fait de faire danser l'information différemment. Par exemple, raconter une histoire en une seule image, voilà, et en passant la souris, ça allume en fait tout un tas de petites informations, et ça fonctionne très bien. On a vu aussi l'impact que ça a. Il y a eu des tests qui ont été faits dessus, et figurez-vous que l'information est plus lue. Or, une information, lorsqu'elle est traitée, lorsqu'elle est lue, elle est lue à environ 20%. Voilà. Donc quand elle est lue entièrement, donc, pour vous dire. Donc là, quand on est obligé d'aller plus loin et puis qu'on se prend en fait au jeu de cette idée un peu ludique, finalement l'information passe mieux. Alors évidemment, il y a plus de contraintes au début puisqu'il faut la fabriquer et que voilà, on pense que c'est compliqué. Mais là aussi, le numérique nous aide beaucoup puisqu'en fait, avec le no-code, on a des applications qui permettent, sans rien connaître, de façon intuitive et ludique, de pouvoir fabriquer en fait ce genre d'informations. Donc ça, c'est des choses. Voilà, regardez, il y a plein d'idées là-dessus. Hein. On en reparlera sûrement avec Cindy. On a prévu ça.
Oui, un dernier mot pour ajouter à ce qui a été dit. Il y a une importance aussi sur le ciblage. C'est-à-dire qu'on peut recevoir 1000 mails par semaine, mais il faut aussi que, du côté des relations presse, il faut savoir cibler le journaliste qui est spécialisé dans votre domaine et qui pourrait être le plus utile pour ce que vous voulez vendre. On n'est pas des rivaux, on a des intérêts qui sont convergents. Mais il faut savoir aussi cibler le journaliste. Ça veut dire qu'il faut pouvoir faire une sorte de liste, par exemple, et j'imagine que c'est ce qui est déjà fait, mais il y a aussi pas mal d'écueils, parce que moi je reçois beaucoup de communiqués de presse qui ne sont plus du tout de mon domaine. Alors je sais que ça peut paraître un peu présomptueux, mais parfois il faut suivre un peu aussi l'évolution de chaque journaliste. Il y a 2 ans, moi j'étais au service santé et société de TF1, je reçois encore des communiqués de presse qui ne concernent plus malheureusement mon domaine. Je suis un mec sympa, je le transmets à mes collègues, mais encore aujourd'hui, je reçois plein de mails qui ne me concernent pas. Or, je pense que l'atout principal aujourd'hui, c'est de devoir cibler. Si on cible le bon journaliste, le bon service, qui saura transmettre ça à sa direction pour éventuellement envisager un reportage, un article, etc., vous serez gagnant, et le journaliste en question sera aussi gagnant parce que lui aura l'information, peut-être qu'il cherchait ailleurs et qu'il n'a pas eu, parce que c'est son collègue qui est d'un autre service qui finalement l'a eu. Une deuxième chose aussi, on parlait de la relation de confiance. Effectivement, on n'a pas d'amis, on n'a que des intérêts. On a des intérêts convergents parfois, et donc il faut pouvoir aussi savoir en quoi ce que vous nous vendez, parce que vous êtes aussi dans une idée de prospection, peut être bénéfique pour notre média et pour nous. Et donc, je rejoins Julien qui a très bien expliqué cette idée-là. Quand il s'agit par exemple de vendre quelque chose pour les médias, essayez bien de cibler qu'est-ce qui sera présenté à la télévision, dans la presse écrite, dans les radios. Chaque média a, entre guillemets, son cahier des charges. Il y a une question aussi. Eh bien, il y a visiblement une question qui veut être posée. Nous avons terminé avec la table ronde, et donc c'est votre moment. Ils sont là pour vous. On a un micro, Cindy fait la... Bonjour, Anaïs de Dieu, attachée de presse pour la Fondation Auteuil. Moi, j'aurais juste aimé revenir sur la première, cette slide-là. En fait, en vous écoutant, notamment vous, Monsieur Appalo, j'ai l'impression que les communiqués de presse, c'est pas du tout 92% de vos sources pour aller identifier des sujets. J'ai noté que vous disiez qu'en fait, vous étiez tout le temps sur Twitter, que 50% des sujets BFM viennent des réseaux sociaux. Du coup, est-ce qu'on peut dire que ce que vous dites là, d'après cette étude, que ça ne correspond pas vraiment à votre réalité? Après moi, BFM, c'est une grosse machine. Enfin, c'est quand même près de 200 ou plus de 200 journalistes. Moi, je suis reporter vraiment sur le terrain. Donc, à mon échelle, les communiqués de presse que je reçois, c'est pas ce qui va forcément faire des sujets pour la chaîne. Il peut y avoir des red chefs ou des journalistes spécialisés qui reçoivent des communiqués qui donnent des sujets beaucoup plus régulièrement. Mais moi, effectivement, les sujets que moi, je vais essayer d'identifier et de trouver, je les identifie pas forcément par communiqué de presse. Je peux les trouver sur Twitter par rapport à l'expérience personnelle que j'ai autour de moi. Et là, à ce moment-là, je vais aller chercher peut-être, dans un organisme, auprès d'un organisme, le dispositif ou l'opération ou l'élément qui va me permettre de faire un reportage assez construit. Et donc là, je vais aller chercher dans un communiqué de presse un numéro d'attaché de presse ou par rapport à l'opération. Mais effectivement... Non, moi... On fait pas partie des 82%. Qui se servent des communiqués de presse. Alors je vais prendre la casquette plutôt journaliste TF1, mais c'est vrai qu'à TF1 on recevait des communiqués de presse et c'était extrêmement précieux parce que ça nous permet d'avoir des idées de sujets et malheureusement on n'est pas, nous journalistes, au fait de tout ce qui peut se créer, se passer dans le domaine, dans le service dans lequel on est. Le communiqué de presse, dans une rédaction comme TF1 ou France 2 qui réalise plusieurs sujets pour le soir, etc., des reportages, c'est la première base et c'est extrêmement utile. Et ensuite, il y a évidemment cette relation de confiance avec l'attaché de presse. Il y a des attachés de presse qui sont capables de nous débloquer des rendez-vous, des situations, je cherchais le mot, et qui, justement, comprennent nos attentes et nous permettre de réaliser à bien un sujet avec le bon témoignage qu'il nous faut, avec la bonne personne de cette entreprise qui rentrera dans le cadre d'un reportage qu'on fait sur un sujet évoqué. Donc le communiqué de presse, oui, dans certaines rédactions, dans d'autres, non, parce qu'il y a des rédactions comme Brut, qui sont composées de jeunes générations et qui
passent leur temps sur les réseaux sociaux pour voir les sujets qui montent, aussi pour faciliter aussi le rapport avec l'audience. Donc Twitter est aussi un moyen, je pense, et un vecteur de relations nouvelles entre les journalistes et les communicants pour recevoir des idées de sujets, pour recevoir aussi des contacts qui seraient utiles. Tout ça dans la ligne éditoriale de la chaîne qu'il faut aussi, de la chaîne ou du média maintenant, parce qu'on parle plus de médias qu'il faut prendre en compte. Ce que je comprends de leur réponse, c'est que finalement, et ça annonce un petit peu ce que nous dirons au moment de la table ronde sur l'IA, c'est que c'est pas tant l'outil qui est utile que le cerveau qui est derrière, hein, et que le communiqué de presse en tant que tel est un élément qui peut vous permettre de travailler, mais ça sera comment vous allez l'utiliser, ça sera vers qui vous allez le cibler, et pour reprendre un peu vos éléments, c'est-à-dire que c'est ce qui va se passer après ce communiqué de presse qui va rendre le communiqué de presse vertueux, en tout cas de ce que je comprends de vos propos. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Oui, monsieur, au fond. Bonjour, Guillaume Buron, je travaille à la Matmut, une compagnie d'assurance, une mutuelle. Merci beaucoup pour vos éclairages, c'est vraiment très très intéressant. Alors moi je vais livrer un petit sentiment, je ne sais pas, ça va me faire du bien de l'exprimer, et puis j'aurai une question aussi. Je vous disais, ça va. Voilà, un sentiment très... qui m'intéresse moi forcément, mes confrères et mes consoeurs aussi, j'imagine, communicants. Vous disiez, Julien, au début de votre intervention, que finalement il y avait, je ne sais pas comment le dire, mais pas un mélange des genres, mais en tout cas une société qui fait que la chose du divertissement, de l'information, tout ça se mélange un petit peu. C'est ce qu'on vit aussi avec les réseaux sociaux. On constate aussi, parce que moi je lis beaucoup vos confrères et vos consoeurs qui parfois, de façon très amusée, expliquent que certains attachés de presse les rappellent pour leur demander de relire le papier et de vérifier tout ce qu'il y a dans le papier, etc., etc. Je me demande si on ne vit pas finalement dans un monde où il y a de moins en moins d'étanchéité entre beaucoup de choses. Et donc ma question, c'est quel est votre sentiment à vous trois ou à l'un de vous qui voudrait bien répondre à cette question ? Qu'est-ce que finalement... Comment vous vivez ça et comment finalement les journalistes, notamment sur des médias mainstream comme ceux que vous représentez, quelle est votre responsabilité sur ce sujet de garder ce qu'est le journalisme, j'ai honte de parler de ça devant vous, mais de décryptage, d'analyse, de valeur ajoutée, et comment, de la même façon, les attachés de presse doivent aussi garder de la valeur ajoutée. C'est ce que vous disiez à l'instant, Anthony, sur le fait qu'un bon attaché de presse, entre guillemets, c'est celui qui comprend, qui fait du sur-mesure pour être un vrai partenaire, si on peut dire ça comme ça, du journaliste. Je ne sais pas si ma question est très claire, mais voilà, est-ce que vous pourriez réagir à ça ? Parce que ça, c'est vrai que c'est des choses qui, moi, personnellement, j'ai un petit peu de bouteille dans le métier, me turlupine un petit peu, quoi. Merci. Sur le premier aspect, véritablement, moi, c'est à titre personnel, c'est quelque chose qui m'inquiète pas mal, parce que ça rejoint tout ce qu'on dit, tout ce qu'on peut dire au sujet des fake news et de la vérification de l'information, c'est-à-dire que journaliste professionnel, il y a quand même professionnel dans le titre. Donc, il y a une question de savoir comment on va chercher l'information, comment on va la vérifier et comment on va la livrer au plus grand nombre. Parce qu'à partir du moment où c'est publié, c'est que ça doit être vrai. Et donc, s'il y a une confusion entre ce qui peut être du vlog, du podcast amateur, du reportage amateur, enfin de la vidéo amateur, et du journalisme, du reportage pur, oui, c'est vrai que ça ouvre la porte à une grande confusion et à une perte de repères, quelque part. Et donc, l'étanchéité, oui, elle est en train de se perdre un petit peu, parce que c'est pas tellement que tout ce monde-là se mélange, j'ai pas forcément grandement l'impression, mais c'est plutôt qu'il y a une confusion, parce que les styles se ressemblent de plus en plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les médias vont demander à leurs journalistes de se mettre en scène, de faire un peu plus à la manière des youtubeurs. Donc forcément, on va leur ressembler. Les youtubeurs vont se dire, on va essayer de traiter de sujets aussi qui étaient auparavant réservés aux journalistes. Donc on va avoir des youtubeurs qui se rendent en Ukraine ou sur les terrains de guerre pour faire un peu de... c'est quoi, le dark tourisme ? Je crois qu'il y a quelque chose comme ça. C'est un peu la confusion de tous les genres. Donc ça, je trouve ça très inquiétant, et la solution à ça, non, j'en ai pas forcément, mais en tout cas, on a une grande responsabilité. Je pense que les médias ont une grande responsabilité à faire en sorte que de ne pas tomber dans la facilité qui est quelque part la course à l'audience, et donc la course à la captation de l'attention sur ce point-là.
Et sur l'aspect, je voulais revenir aussi sur l'aspect partenaire avec l'attaché de presse, c'est ce que disait Anthony, c'est que vraiment, une fois qu'on a une relation qui est créée pour un reportage, pour un sujet, pour un tournage, l'idée c'est d'avoir avec l'attaché de presse quand même quelqu'un qui est... Nous on a des impératifs qui sont de tourner souvent des sujets dans le jour même, pour le 20h si c'est pour... TF1 ou France 2 pour le lendemain matin ou parfois même être en séquence l'après-midi sur BFM TV, une chaîne d'infos en continu. Et donc l'idée c'est d'avoir avec l'attaché de presse quelqu'un qui est capable de nous débloquer des situations quand même assez rapidement, une fois qu'on lui a expliqué notre problématique, et surtout quelqu'un qui est capable de nous dire aussi assez rapidement si ça va pas être possible. Parce qu'il y a plein de fois où on nous dit faites-moi un mail ou je reviens vers vous dans l'après-midi. Ça marche pas parce que nous, notre chef derrière, il veut savoir si on va avoir quelque chose à mettre à l'antenne dans l'heure qui suit. Donc vraiment, c'est l'idée d'avoir quelque chose de très honnête aussi et de très réactif et voilà. Merci. Ouais, moi, je voudrais juste dire quelque chose. Parmi les idées qui pourraient être mises en place, et ça répond peut-être à l'interrogation d'Anthony tout à l'heure, c'est peut-être d'avoir une information qui serait tous les ans, en fait, pour savoir quels sont les réseaux que le journaliste en question utilise le plus. Déjà, ça éviterait de se planter sur les réseaux. Ensuite, savoir s'il est toujours quand il change de service, ce qui était le cas pour toi, et bien de savoir en fait au moment d'avoir une fois tous les ans et de pouvoir du coup ne plus envoyer des choses au service santé quand on est au service politique, etc. Peut-être c'est quelque chose qui pourrait vous aider grandement. Mais il y a déjà des informations qui sont faites tous les ans, qui sont envoyées aux journalistes. Mais peut-être que ça vaut le coup d'affiner jusqu'aux réseaux sociaux. Et ça peut peut-être être pertinent, ça. Bonjour, Marina Ducrot, responsable RP à la Massif, assureur mutualiste également. Je partage un peu effectivement la vision de Guillaume, bien évidemment, mais surtout, moi j'ai une remarque sur l'homogénéisation des sujets. Effectivement, on a parlé des punaises de lit, ça fait 10 jours qu'on en parle, et on a des très belles actions à valoriser, et on vous en fait part, on parle avec vous, et on sait qu'à un moment donné, effectivement, c'est le clic qui va définir de l'information, et pas forcément l'information ou l'intérêt général, pour le coup. Voilà, donc il y a toujours cette dualité entre le clic, l'intérêt général, et le sujet, bien évidemment. Mais moi, j'ai une autre question également. Alors nous, moi, j'ai changé aussi d'assureur. J'ai les journalistes qui m'appellent encore pour mon ancien assureur. Donc effectivement, on est toujours dans ce partenaire, c'est-à-dire qu'on doit être partenaire tout le temps, en fait. Effectivement, informer notre réseau de journalistes et vous informer quand on change, bien évidemment. Voilà. Et en revanche, j'ai une petite remarque sur les marques. Et notamment sur, que ce soit la marque Massif ou d'autres assureurs d'ailleurs, sur toutes les activités qu'on fait, et on fait énormément de choses, on a souvent un peu de mal à capter votre attention sur autre chose que notre métier de base. Et pourtant, effectivement, demain, sur la journée des aidants, je ne fais aucune promotion, mais voilà, on fait une étude des 16-24 ans, on a étudié la chose, on est avec effectivement des associations, on va sur le terrain, ça fait 15 ans qu'on est engagé pour cette cause-là, etc. Et effectivement, on a des sujets les punaises de lit qui nous sont passés devant sur certaines chaînes. Mais comment vous, à quel moment c'est le plus opportun de capter votre attention sur d'autres problématiques qu'on peut avoir en tant qu'assureur et pour lesquelles on travaille de manière de très longue haleine et sur des engagements qui nous tiennent vraiment à cœur. Voilà. Merci pour votre question. La chance que vous avez quand vous parlez avec des journalistes qui sont dans des chaînes multimédia, c'est que certes, peut-être que le sujet des aidants, et je crois que demain il y aura des annonces faites par Aurore Berger, j'ai vu ça passer au service hier, même si ce thème-là n'arrive pas à l'antenne, sur la télévision, il pourra peut-être bien aussi arriver sur le web. Et donc pourquoi pas aussi se concentrer sur des journalistes web qui, eux, n'ont pas tout le temps, ou du moins la même logique d'audience que l'antenne BFM TV diffusée à la télévision, et qui pourraient être intéressés par des sujets entre guillemets plus froids et qui ne seraient pas dans l'actualité immédiate, parce que l'actualité immédiate sera traitée sur BFM TV en priorité. Alors j'imagine bien que, évidemment, c'est un sujet extrêmement important. J'ai en tête aussi les logiques
d'audience qu'on vous a parlé pendant cette table ronde, qui sont malheureusement intrinsèques, ou heureusement par ailleurs, j'en sais rien, hein, mais intrinsèques aux médias d'aujourd'hui. Mais la chance que vous avez, c'est de pouvoir aussi voir d'autres réseaux qui seraient capables de parler des aidants, d'aller voir aussi des journalistes qui proposent d'autres formats multimédia sur les réseaux sociaux plutôt qu'à la télévision, ou même dans la presse écrite. Donc encore une fois, on revient au sujet du ciblage. Je pense que tout sujet a sa place dans les médias à partir du moment où le journaliste qui est ciblé est le bon. Et donc je pense que là, sur ce point-là, je vous rejoins, mais j'encourage vraiment les communicants, etc., à bien cibler, parce que j'imagine que ça peut être frustrant aussi pour vous d'envoyer des dizaines et des centaines de mails et de n'avoir aucune réponse. Quand on nous rappelle, etc., ça peut être parfois relou, pardon de parler comme ça, mais qu'on ne vous réponde pas. Soit parce que c'est plus notre thème, soit parce qu'on n'a pas le temps. Il y a aussi cette gestion du temps, que ce soit dans votre profession ou dans la nôtre, qui est aussi importante. Donc voilà, je vous encourage vraiment à cibler davantage, et peut-être aussi j'encourage notre profession aussi à être davantage sur notre téléphone à vous répondre. Bonjour, Marie-Paul Latichul, je suis responsable du bureau de presse de l'INSEE, donc moi je ne vends pas grand-chose à part des chiffres. Mais ça nous concerne au premier voilà, fait, j'ai été un peu frustrée par votre passage très rapide sur la question de la data, parce que pour moi la data a peut-être pas tout à fait la même signification que ce qui a été évoqué là. Donc, je voudrais connaître votre relation aux chiffres, parce que je ne suis pas sûre. Vous avez souvent des profils littéraires, donc dans les écoles de journalisme, c'est toujours un petit peu compliqué. Et voilà, c'est un peu ça. Je voulais savoir si dans les formations de journalistes, il y avait un peu de travail sur le data journalisme, sur tout ça. Voilà. Allez. Oui, enfin, j'ai un peu répondu dessus tout à l'heure pour vous dire qu'il y avait encore pas mal de travail à faire dans les écoles de journalisme là-dessus, mais quand même, pour ce qui concerne la data et notamment les chiffres de l'INSEE, on les suit de près, on a énormément de données. J'ai donné tout à l'heure l'exemple des dossiers immobiliers qu'on fait, évidemment, c'est avec également vos données en général. Que nous avons après les croisements en fait en fonction de ce qu'on a besoin. D'ailleurs, on fait assez souvent appel à vous directement, enfin à différents services, et on a les éléments sans aucun problème dessus. Enfin, mais c'est juste que, comme vous l'avez dit très justement d'ailleurs, la data, il n'y a pas qu'une sorte de data actuellement. Donc voilà, on a une petite confusion là-dessus sur la data visualisation, ce dont on a besoin, par exemple sur que ce soit à la télé pour renvoyer un document qu'on doit comprendre en une seule image, alors que à la base c'est des tableaux Excel dans tous les sens avec des macros, etc. Donc là on a besoin d'avoir une information très vite dessus, et la data visualisation par exemple c'est comment on fait pour donner les chiffres, notamment sur les antennes télé, etc., de plusieurs données en même temps, et que ce soit très clair, et que en un clin d'œil on est ça. Ça on l'apprend, ça on l'enseigne. Je vais me permettre de rajouter juste un élément, si tu me le permets, Robert. Moi, en tant que journaliste d'investigation, je reprends une autre casquette, excusez-moi quelques instants, mais effectivement, la data est tous les journalistes ont toujours travaillé avec des données. On a toujours eu comme base de travail un certain nombre d'informations, on appelle ça des informations, on appelle ça des données aujourd'hui, et je crois qu'il y a... Aujourd'hui, ce qui change un peu dans nos pratiques, c'est que ceux qui vont s'intéresser à ce qu'on appelle la data, au sens où vous le dites, madame, ça va vraiment être de l'investigation et du temps très très long. Moi, je prends l'exemple de ce que je fais moi, quand je m'intéresse à l'affaire Cambridge Analytica, donc cette entreprise qui a manipulé les élections pour Donald Trump en 2016, je fouille les 400 millions de dollars dépensés par Donald Trump dans un fichier Excel, et chaque dollar, je suis pour trouver où ça a été, et je découvre cette entreprise, je ne la connais pas, je la cherche, et j'arrive à remonter le fil. Il y a un autre élément en termes de data qui est à mon avis totalement sous-utilisé, à la fois par les citoyens et par les professionnels de l'information, sont tout ce que les réseaux sociaux savent de nous. Il est possible de savoir pourquoi vous voyez tel élément sur Facebook, pourquoi vous voyez tel élément sur Instagram, pourquoi vous voyez tel élément sur TikTok, sur Twitter. Il suffit de demander ces données aux réseaux sociaux qui sont, avec le RGPD, obligés de vous les fournir, et d'utiliser des outils de visualisation qui vous permettent de comprendre l'envers du décor, une espèce de rétro-ingénierie de cet univers numérique. C'est un pan de l'investigation qui aujourd'hui est totalement sous-utilisé dans notre pays. Dans les autres aussi, mais en France particulièrement. Et effectivement, c'est l'un des vrais enjeux aussi de l'année et des années à venir. C'est pas seulement de subir cet univers numérique et
toutes les choses un peu perturbantes qu'il provoque dans nos métiers, dans nos pratiques citoyennes ou dans nos pratiques sociales, ça va être aussi de reprendre le contrôle là-dessus. Mais pour reprendre le contrôle, il faut comprendre. Et pour comprendre, il faut fouiller la data. Allez-y. Oui, bonjour. Alors, je précise que ça sera la dernière question et je suis désolé pour ceux qui sont frustrés de ne pas avoir pu la poser. J'espère que nos camarades resteront avec nous et que vous pourrez à la pause peut-être poser cette question qui vous brûlait les lèvres, madame, et sur laquelle vous n'avez pas de réponse à cet instant. Marie-Laurence Pouxvielle, directrice de la communication du CIRAD, un centre de recherche. Alors moi j'ai une question par rapport aux journées internationales de l'ONU ou autres. Bon, il y en a énormément, il y en a surtout. Nous, on produit, on diffuse du contenu par rapport à nos thèmes de recherche en lien avec certaines de ces journées. J'ai l'impression, mais je voudrais votre avis, et ça dépend des médias évidemment, que ça intéresse peut-être de moins en moins les médias. J'ai l'impression qu'ils se servent moins de ces journées internationales ou mondiales que par le passé. Mais je voudrais votre avis. On parlait tout à l'heure d'infobésité. C'est vrai qu'il y en a tous les jours. Mais ça, vous le savez. Mais on peut même avoir dans la même journée plusieurs journées internationales. Mais en fait, c'est même pas pour répondre à votre question. C'est surtout pour faire un état de choses comme ça. Et ça finit effectivement trop d'informations qui sont en plus sur les mêmes domaines. On a entendu pour demain journée des aidants. Enfin, il y a plein de choses dedans. Alors effectivement, en fonction du traitement de l'information, des sujets du jour, eh bien ça passe ou ça passe pas. Tout à l'heure on parlait des punaises de lit, vous parliez de votre sujet sur les aidants. Eh bien le rédac chef, on tranche entre ce qui va faire le plus d'audience en fonction. Ça a été très bien dit. Hein. Malheureusement c'est comme ça. Après quand on est dans la presse écrite, ce que je suis au magazine, on va avoir peut-être un peu plus de recul et se dire tiens bon là tout de suite. En fouillant un peu, on peut peut-être aller plus loin sur cette journée-là. Voilà, on peut faire des choses comme ça, mais c'est beaucoup plus rare. Et c'est vrai que là, pour le coup, c'est comme une invention. Il y a la journée des chiens, des chats, vous voyez ce que je veux dire. Ça finit par être un peu embêtant, quoi. Donc, et les grosses journées dont vous parlez, celle du patrimoine, ça fonctionne encore. Il y a quand même pas mal de choses qui restent, mais tous les jours. Alors, on pourrait faire un éphéméride avec. Voilà, aujourd'hui c'est la journée. Oui, non, mais je sais, ça existe déjà. Donc, vous voyez ce que je veux dire, c'est un plugin qui ferait ça tous les jours. Et comme ça, c'est fait. On met ça avec la météo, on n'en parle plus. C'est très compliqué en fait à gérer au quotidien. Merci beaucoup Julien, merci Robert, merci Anthony, merci de votre participation, de vos réponses, merci de vos questions.